Merci. Oui, merci Henri-Jules. Qui s'acclame? Ah, c'est Charles, bonjour. Un collègue. Alors, bonjour, je suis aujourd'hui donc avec vous ravie, nerveuse. Dans quel ordre, je ne le sais pas. Mais moi, je suis ravie de participer à cette journée et de vous partager, comme Henri-Jules mentionnait, ce que j'ai découvert par rapport à la mise en place des processus au cours des dernières années. J'ai eu un défi. Moi, souvent, je suis en mode action. J'imagine que vous aussi. Hein, on produit beaucoup de choses, on est sollicité au travail. Puis, mon collègue Patrice m'a demandé de faire cette présentation-là. Et il y a quelques semaines, j'ai réalisé qu'il fallait que je passe dans un mode réflexion. Donc, j'ai sollicité mon chien. J'ai marché énormément de kilomètres durant les 4 dernières semaines pour passer dans ce mode-ci où là, on fait le point, puis on réfléchit à comment est-ce qu'on travaille, quelles sont les meilleures pratiques. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous présente. Pourquoi des processus d'affaires? Aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu le mot processus. On peut dire que les processus vont nous aider à quoi? À organiser nos secteurs, nos départements, la façon dont on travaille. Les processus vont aussi nous aider à nous améliorer. Donc, on part d'une pratique actuelle et on va viser faire une nouvelle pratique. Les processus, dans ma vision à moi, servent aussi à harmoniser les pratiques entre les départements. Donc, souvent, aujourd'hui, on est plus des gens de maintenance, mais on n'est pas seul au sein de l'organisation. On va collaborer avec les gens de l'inventaire, les approvisionnements, la production, bien sûr, les finances. Donc, il y a plusieurs processus qui sont transversaux, qui vont venir toucher à chacune des fonctions de l'entreprise, puis qui vont venir, donc, en étant définis, harmoniser, puis faire en sorte que ce soit plus fluide au sein de notre organisation. J'ajouterais que les processus, pour moi, c'est un outil de communication. Alors, ça va nous servir à partager c'est quoi les attentes de l'organisation, autant la mission, la vision de l'organisation que celle de la maintenance. Puis aussi, ça va venir clarifier quels sont les rôles et responsabilités chez nous. Donc, qui fait quoi? Il y en a plusieurs. C'est des processus sur lesquels on peut agir pour gérer vos actifs. Il y a bien sûr ceux du cycle de vie, donc de la planification de l'acquisition jusqu'à la mise au rebut. Il y a aussi gestion des travaux, donc on en a parlé aujourd'hui, donc identifier, préparer, ordonnancer, exécuter, compléter, analyser, puis on va boucler toujours dans ce processus. Puis j'ai aussi affiché celui du bas qui est l'intégration avec la gestion des stocks et les approvisionnements, qui n'est pas à négliger. Donc, c'est tous des axes sur lesquels vous pouvez travailler et venir améliorer les choses. Je me suis amusée à dessiner en 10 étapes clés comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place. Je prends juste une gorgée d'eau. Donc, dans un premier temps, il faut identifier le bobo. Qu'est-ce qui fait mal chez nous? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, on est en rupture de pièces? Est-ce que c'est les shutdowns qui sont trop longs? La planification qu'on ne respecte pas? Donc, il faut identifier où est-ce qu'il y a un problème. Par la suite, il faut avoir un mandat clair. Qu'est-ce qu'on doit faire et quelle est la portée? Donc, ça commence où? Ça finit où? Ça peut être fait dans différents contextes, la mise en place de processus. Nous, présentement, on travaille avec des gens qui ont une nouvelle usine. Donc, on s'entend que notre carnet de processus est assez vaste. Chez d'autres, ça va être juste d'améliorer, de peaufiner certaines parties de leur opération. Puis, dans d'autres cas, c'est un contexte majeur de revue de l'organisation de la maintenance chez le client. Par la suite, il faut mobiliser la bonne équipe. Donc, qui sont les joueurs? Est-ce qu'on a des gens qui connaissent le terrain? À mon avis, c'est important. Est-ce qu'on a aussi des experts de contenu, des experts système, des experts data qui vont venir donc participer, contribuer à faire l'exercice de processus? Puis, j'ajouterais aussi des gens de gestion du changement. Donc, selon l'envergure de ce qu'on va brasser par la mise en place d'un nouveau processus, c'est important de ne pas négliger le côté gestion du changement. Par la suite, il faut recueillir l'information sur l'état actuel. Donc, on va faire un exercice, un atelier, on va capturer de l'information. Luc disait ce matin les artefacts, je crois, qui était un historien. Donc, on vient chercher l'information sur l'actuel. Souvent, les gens ont déjà des dessins sur les façons sur des processus existants.
Puis, on va rencontrer les gens. Donc, comment est-ce que vous travaillez? Ensuite, à partir de l'actuel et selon les objectifs, bien, on va définir c'est quoi le processus cible. Donc là, on va s'amuser à faire les dessins. Quelles sont les données qui vont être importantes pour supporter le processus? Donc, on va déjà les identifier en amont pour s'assurer qu'on soit capable de mesurer, puis une fois que le processus va être en place, qu'on va être capable de les utiliser pour prendre nos décisions. Puis aussi, on va évaluer l'impact de notre processus sur nos gens, puis aussi sur des systèmes, sur l'intégration qu'on peut avoir entre un système A et un système B. Donc, il faut avoir une idée de l'envergure. Par la suite, bien, on va faire approuver ça par les gestionnaires. Donc, ça nous prend quelqu'un qui va dire « oui, c'est beau, on va de l'avant avec ça, hein, c'est ce qu'on veut mettre en place ». On va communiquer le processus. Donc, le volet gestion du changement intervient ici. Mettre en place ce que ça prend. Donc, si vous dites on y va avec des capteurs, bien, ça prend des équipements, ça prend aussi peut-être des systèmes qui sont à implanter, à intégrer ou à modifier. Par la suite, il faut former nos gens, puis mesurer l'application de nos processus. Est-ce que ça a donné le résultat escompté? Peut-être qu'on s'est trompé, ça peut arriver. Est-ce qu'on doit peaufiner, ajuster? Donc, selon moi, ce sont les 10 étapes clés pour en arriver à mettre en place des processus. Piège et bon coup, je dirais que dans un premier temps, le premier piège, c'est d'essayer de couvrir tous les cas quand on dessine un processus. Moi, des fois, quand j'arrive chez un client, je dis « Avez-vous déjà des dessins? Pouvez-vous déjà me présenter quelque chose? » Puis quand ça prend un traceur pour me partager comment est-ce qu'on crée une demande de service, bien là, avec 65 boîtes, je constate qu'on est allé peut-être trop dans le détail. Donc, le processus, c'est un outil de communication. On veut persuader les gens, leur exprimer qu'est-ce qu'ils vont gagner, qu'est-ce qui est bon pour eux là-dedans. Donc, si ça paraît 10 fois plus lourd que ce qu'on fait aujourd'hui, les gens, bien, je ne crois pas qu'ils vont adhérer facilement. Donc, il ne faut pas mélanger le concept d'un processus versus une procédure de travail. Ne pas impliquer toutes les parties prenantes. Donc, vous pensez travailler votre processus de gestion de réservation magasin et vous n'impliquez pas les gens des stocks, vous risquez de, rendu à l'implantation, donc frapper un mur. Donc, plutôt ils vont être impliqués dans les décisions puis dans l'élaboration, bien, le meilleur le résultat sera pour vous. Dans les bons coups, nommez un propriétaire du processus, celui qui va en être le gardien, qui va s'assurer qu'on l'applique, qui va aussi s'assurer qu'on le fait évoluer. Donc, pas parce qu'on a mis aujourd'hui une pratique en place que dans 5 ans, dans 10 ans, elle va être encore d'actualité. Mais ça prend un gardien. On propose aussi d'implanter à petite dose, si possible. Donc, est-ce que c'est par secteur, par équipe? On veut optimiser, mais un changement amène toujours un bon niveau de stress sur nos opérations. Donc, plus on va y aller par petits groupes distincts ou par processus, à ce moment-là, moins le stress va être... on va moins désorganiser nos groupes, nos troupes, si on veut. C'est important de supporter aussi la mise en place des activités, avoir des gens donc sur le site qui peuvent répondre aux questions, prendre le retour d'expérience, le feedback aussi des gens, puis ajuster ensuite et évaluer. Est-ce que ça a donné le résultat escompté? Est-ce qu'on doit apporter des changements? Donc, il ne faut pas se buter à dire, bien, voici ce qu'on a déployé. Il faut vraiment travailler en amélioration continue à ce niveau-là. J'ai quelques cas réels à vous présenter où on a appliqué justement ces 10 étapes-là de mise en place. Le premier, c'est un projet qu'on a réalisé environ en 2018-2020 sur un horizon de 2 ans pour implanter un système de GMAO où on a fait la revue de l'ensemble des processus de gestion des travaux. À cette société de transport, ce qu'on a eu comme information, donc il n'y avait pas de vision en temps réel du statut des véhicules pour faire la sortie. Donc, dans une société de transport, le matin, entre 7 h et 9 h, Guy pourrait me confirmer, entre 7 h et 9 h et peut-être 16 h et 18 h, c'est là où il y a le plus d'autobus qui doivent circuler sur le réseau. Donc, c'est les périodes où on doit sortir des actifs. Et aussi, bien, la sortie, elle est par type d'actifs. Donc, j'ai des routes qui vont demander des articulés, d'autres routes qui vont demander avoir tant de passagers. Donc, il y a des configurations qui sont spécifiques à chacune des routes. Ça ajoute une contrainte. Puis, si vous avez écouté les nouvelles dans les 2 dernières semaines, on constate que
les gens des transports n'ont pas tant de contingences budgétaires, donc on peut s'attendre qu'il n'y ait pas 40 autobus dans le stationnement qui attendent au cas où on soit un peu à court de véhicules. Donc, tous ces paramètres-là faisaient partie de l'objectif, donc de permettre de voir en temps réel c'est quoi le statut de chaque véhicule. Notre mandat était quoi? Était donc de rapporter les défauts le plus rapidement possible, puis de connaître le statut des actifs en temps réel. Ce qu'on a fait, on a intégré un processus qui s'appelle la ronde de sécurité avant départ, puis on a aussi, avec le système, automatisé la gestion des statuts des actifs. Donc, je vous laisse regarder un peu le dessin. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que le chauffeur n'a pas le choix d'effectuer sa ronde de sécurité avant de partir. Il y a donc son outil qui est dans sa console à bord du véhicule. Puis, à chaque fois qu'il va récolter une non-conformité, le système, si on voit ici, le pointeur, M. André, c'est le bouton du haut ou le... Du haut, OK, pardon. Donc, ici, pour chaque non-conformité qui est saisie, le système va évaluer selon les codes qui ont été saisis. Donc, on ne rentre pas des descriptions. Un peu plus tôt dans les présentations, on disait une description versus un code avec une liste. Le code a beaucoup plus de valeur. Donc, selon les codes qu'on va récolter, le système va changer le statut de l'autobus pour dire soit qu'il est hors service, étant donné la définition de ce code-là, ou encore il va le mettre en 48 heures, ou encore en mineur. Donc, j'ai un problème de peinture sur l'autobus, je ne l'arrête pas de fonctionner. Je génère un travail mineur qui sera planifié éventuellement. Donc, le système ensuite va créer un bon de travail avec déjà les estimés pour effectuer la réparation. Donc, on sait quelles composantes changer. On sait aussi le temps prévu pour faire le travail. Puis, ensuite, le superviseur entretien va être responsable d'analyser ces travaux-là, puis d'établir les priorités. Donc, c'est un job de 4 heures. On a la pièce. Le véhicule fait partie de mes besoins pour la sortie de ce soir, donc je vais le prioriser dans la baie numéro 4, par exemple. Donc, ça fournit l'information à nos gestionnaires pour être capable donc d'assurer le niveau de service requis pour chaque sortie. Les gains qu'on a observés et qu'on visait et qu'on a eu avec ce processus, c'est que les défauts sont rapportés en temps réel parce qu'il y a une intégration entre la console du chauffeur ici et le GMAO. Les défauts sont normalisés. Donc, c'est un formulaire qui est complété qui dit le code A donne quoi, puis le code B donne quoi. Donc, déjà ici, on a une normalisation des codes, des efforts pour faire les tâches et aussi la liste de pièces requises. Ça, c'est un des processus, mais la gestion des statuts d'actifs est de bout en bout. C'est-à-dire que quand je termine tous les travaux, le véhicule redevient au statut opérationnel. Ça me dit donc que c'est beau, il est prêt à reprendre la route. Donc, on a un statut en temps réel. On a des tableaux de bord qui nous donnent un état de l'ensemble du parc. On respecte la santé et sécurité des chauffeurs, des passagers, des citoyens. Puis aussi, on met l'emphase, on est en respect des lois. On a un meilleur niveau de service et je dirais aussi que sur une base quotidienne, on baisse considérablement le niveau de stress sur nos équipes plutôt que de chercher dans le stationnement quel véhicule peut y aller, puis là, ils sont tous stationnés en ligne, puis qu'on se met à déplacer ça. On a des informations qui nous permettent d'avoir une vision puis de mieux gérer nos travaux. Donc, un premier cas. Un deuxième cas, un projet qu'on a terminé l'année dernière, gestion de parc immobilier. Encore une fois, le problème du client, il n'y avait pas de vision claire sur l'état des immeubles ni du déficit de maintien. Qu'est-ce qu'on avait comme paramètre? Un parc de plus de 3000 bâtiments à la grandeur du Québec, une diversité des années de construction, des modèles, donc ce n'est pas tous les mêmes, les bâtiments n'ont pas le même âge et ils n'ont pas non plus la même paramétrisation, configuration, et aussi un grand nombre d'inspecteurs qui couvrent l'ensemble du territoire. Les coûts des travaux aussi et des matériaux vont changer d'une région à l'autre. Notre mandat, qu'est-ce que c'était? C'était d'évaluer l'état des actifs puis d'accélérer aussi le traitement des projets d'investissement. Le monsieur, avant le dîner, disait quand tout est numérique, c'est plus facile de traiter l'information que lorsqu'on a du papier.
Donc, nous, c'est ce qu'on a visé avec ce processus-là. Donc, le moyen, qu'est-ce que c'était? C'était de mettre en place donc, un processus d'inspection normalisé et de calculer le déficit de maintien. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, on a un inspecteur ici qui se promène avec sa tablette, qui va prendre le relevé dans le bâtiment et il va répondre à une grille d'évaluation. Donc, ce n'est pas du texte, encore une fois. C'est des cotes. Il va parcourir des arbres décisionnels qui vont le mener jusqu'à, dans le fond, avec l'arbre décisionnel, les sélections qu'il va faire, qui sont normalisées, va faire en sorte que, peu importe que ce soit Pierre, Jean ou Jacques, la personne qui fait l'inspection, on va avoir le même résultat à la fin. Donc, notre parc va être évalué de façon comparable, okay, de façon uniforme. Une fois qu'on a terminé nos inspections, le système va générer les travaux de maintien d'actifs. Et il va venir calculer avec des algorithmes quels sont les déficits d'un maintien d'actifs. Puis, il va aussi identifier si tu es dans telle région du Québec, bien, tu rajoutes tel pourcentage. Pourquoi? Parce que, étant donné les frais de déplacement, la baie James versus Québec, Trois-Rivières, il y a des impacts. Donc, le système va calculer par région l'ensemble des travaux. Et ensuite, on va pouvoir aller évaluer nos projets d'investissement pour ce qui dépasse un tel montant. Et sinon, bien, on va aller plutôt du côté de la gestion des travaux pour faire l'entretien régulier. Remplacer un chauffe-eau, remplacer une toiture, par exemple, ça va tomber dans la gestion des travaux. Les gains qu'on a observés, donc on a standardisé nos inspections. Tout le monde travaille de la même façon. On a amélioré la qualité des données. On a aussi accéléré et automatisé les calculs. Donc, ce n'est pas des chargés de projet qui prennent des Excel et qui ont à manipuler la donnée. Le système va la produire pour eux. On a des tableaux de bord sur les inspections. Donc, cette année, on est rendu à quel pourcentage par type, par région du Québec. Puis aussi, on a un tableau de bord sur l'état de notre parc d'immeubles. Puis en plus, bien, on est sans papier. Donc, ça, c'est un autre exemple. Un autre projet réalisé pour une municipalité, le suivi des traitements de consommation d'eau potable par des clients, pas par des résidents, mais par des clients commerciaux. Qu'est-ce que c'était la problématique? Donc, le traitement de la facturation des clients était trop long et trop lourd. Donc, on avait beaucoup de saisies manuelles, des relevés manuels qu'on faisait physiquement sur chacune des unités des compteurs. Puis, en plus, bien, on devait ressaisir de façon à la main toutes ces données-là pour ensuite produire une facture manuelle. Le mandat, c'était donc de diminuer notre délai de facturation des clients et éliminer donc les activités à valeur non ajoutée. Le moyen, qu'est-ce qu'on a mis en place? On récolte les relevés de compteurs de façon électronique avec des capteurs, puis on a automatisé le processus de facturation. Donc, voici ce que ça donne. Donc, on a des antennes ici qui vont venir donc récupérer les données de chaque compteur d'eau. Le système valide les données de consommation selon des écarts tolérés, selon l'historique aussi de chaque client. Le système va produire la facture. Si la facture a des anomalies, il y a un rapport qui est sorti. Puis, on demande à notre expert d'analyser seulement le rapport d'anomalie. Donc, on a éliminé plusieurs saisies manuelles, comme vous pouvez constater. Si c'est un équipement qui est défectueux, on va aller dans un processus pour faire simplement remplacer le compteur sur l'unité d'évaluation. Puis, sinon, ça se peut qu'après vérification, c'était conforme. On va renvoyer ça au processus de facturation automatique. Puis, ça arrive aussi dans certains cas que les gens de la facturation vont devoir produire une facture manuelle. Mais on s'entend que c'est uniquement pour des exceptions. Ce n'est pas pour 100% des factures. Un dernier processus que je vous partage, c'est une opportunité en cours. Ce matin, on parlait d'intelligence artificielle. On a un client pour lequel donc, on veut déployer ça, avec qui on veut déployer en 2024. Donc, pour des parcs solaires et éoliens. Donc, l'opérateur va avoir à piloter le drone. Le système va prendre les photos, le système qui est sur notre drone, analyser ça avec des modèles qui sont bâtis à même le système d'analyse. Le système va analyser chacune des photos,
Puis, notre technicien expert va simplement analyser les données qui sont en écart. Puis, par la suite, bien, ça va générer des travaux soit à planifier ou qui vont passer par notre processus de gestion des urgences. Donc, on a fait quoi ici comme gain? Bien, on anticipe qu'on va gagner sur la santé et sécurité. Les travaux en hauteur, les déplacements aussi vont être optimisés. Notre main-d'œuvre donc, va analyser uniquement, pas les 4000 photos, mais peut-être les 10 qui sont à traiter par l'humain. On va réaliser un plus grand nombre d'inspections sur une base annuelle. Puis aussi, on pense accélérer donc, le traitement des anomalies. Tous ces processus-là, bien, on les a mis en place en suivant ces étapes-là, qui sont, selon le contexte, qui peuvent être de plus petite ou de plus grande envergure. Si j'ai une nouvelle usine, on s'entend que je vais mettre beaucoup plus d'efforts à réaliser, à monter toutes ces marches-là du côté de la gestion du changement, de la formation, aussi de la communication. Puis si je fais juste peaufiner 2-3 processus au sein de mon organisation, bien, je vais donc avoir ici une envergure qui va être moindre. Là, j'ai parlé plusieurs minutes. On est ici, je disais, pour faire de la réflexion. Donc, je vous laisse, on va faire un exercice de 10 minutes. Vous avez tous des feuilles et des crayons. Je vous laisse donc prendre 2 minutes individuellement pour nommer un processus chez vous qui serait à travailler. Donc, 1, avec 3 gains que vous anticipez. Puis ensuite, en équipe, je vous laisse échanger. Donc, si vous êtes de la même entreprise, vous allez nourrir peut-être un projet à venir. Donc, 2 minutes pour le nommer, le processus avec 3 gains. Puis ensuite, vous faites un tour de table donc, pour les 8 minutes restantes. C'est bon? Oui, c'est bon. Excellent. Bien, nous, en fait, à notre usine, notre grande difficulté, c'est qu'on ne fait pas la gestion de nos stocks. Donc, on a à peu près pour 5 000 à 6 000 pièces en inventaire qui sont non gérées. Donc, c'est un gros défi pour nous cette année. C'est sûr que ce qu'on veut aller chercher, on est une usine, nous autres, de transformation de porc, une usine d'abattage. Donc, ça va nous aider beaucoup dans nos interventions d'urgence, simplement de savoir où est-ce que nos pièces sont. Présentement, notre gros défi, c'est quand on a une urgence, c'est toi, va chercher dans tel coin, toi, va dans tel coin, toi, va par là. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on essaie d'avoir les budgets pour aller faire cette optimisation-là. Donc, on est très contents. Ça va nous aider aussi au niveau de la planification, savoir ce qu'on a en stock, savoir si nos travaux sont prêts, être capable de faire du kitting. Donc, on a énormément de gains à aller chercher. OK, bon succès. C'est un beau dossier à attaquer, un beau défi. Ah, un autre volontaire, et merci, je vais avoir atteint ma cible, je vais être contente. Bonjour. Bonjour. On parle de pièces critiques, identifier les pièces critiques, on a déjà beaucoup de pièces. Donc les gains, c'est la diminution de temps de réparation. Le deuxième gain, ça serait la satisfaction des clients internes, la production, les différents services ou n'importe. Et le troisième, la satisfaction et la fierté de la maintenance. Plus le gars, il va avoir les pièces critiques, il va pouvoir réparer rapidement ou n'importe quel technicien va se relever le lendemain et va y aller encore plus, quoi. Je pense que ce gain, on ne peut pas le quantifier, mais il vaut de l'or. Exact, il n'est pas négligeable. Merci beaucoup. Excellent. Donc, pour poursuivre, les données. Donc, les données qui vont émaner de nos processus, oui, vont nous permettre de prendre des décisions. C'est l'objectif. Moi, j'ai quand même recensé quelques pièges et quelques bons coups. Parfois, on est très enthousiaste quand on implante un système ou qu'on définit des processus, puis on regarde les données comme si c'était un plat de bonbons. Et je crois qu'il faut, dans le fond, prioriser quelles données on va utiliser, avec lesquelles on va travailler, avec lesquelles on va prendre des décisions. C'est facile de remplir un système GMAO, pour nommer, de toutes sortes de données, mais si finalement on ne s'en sert pas, bien, c'est quoi la valeur de ces données? Je donne un exemple. On demande à 60 mécaniciens à chaque jour de rentrer un rapport de travail. Ils mettent leurs heures, ils mettent les codes de panne, mais ils mettent leurs commentaires, mais on ne les regarde pas. On ne vérifie pas le temps prévu versus le temps réel pour analyser puis venir bonifier nos programmes ou toute l'information qu'on peut traiter dans la gestion des travaux. Donc, c'est de s'assurer que si je récolte la donnée,
qu'elle va me servir, parce qu'il y a un coût à chacune des données qu'on a dans le système. J'ai marqué trop de données, entre parenthèses, objets. Je ne parle pas le nombre de transactions, mais le nombre de champs et d'une base de données, il y en a des colonnes, là. Alors, tout ça a un prix de maintien, de qualité, mais aussi, c'est de voir comment est-ce qu'elle va me servir, comment est-ce que je vais l'exploiter. Donc, c'est peut-être de prioriser. Donc, c'est ça. L'autre risque, ne pas s'en servir amène donc de la perte de temps, perte de qualité parce qu'on ne la regarde pas. Hein? Après les 6 premiers mois, on rentre du temps, on s'applique, chaque mécanicien, à rentrer ça de façon religieuse. Puis ensuite, après un an, bien là, l'intérêt baisse parce que personne ne m'en parle. Personne ne vient me challenger ou s'informer ou me poser des questions par rapport à ça. Donc, tous ces phénomènes-là vont amener une baisse dans la diminution de la qualité de la donnée. Puis, on veut s'en servir pour analyser et prendre des décisions. Donc, c'est important d'être cohérent là, tout le long de notre processus, justement. Les bons coups, bien, définir les besoins. Qu'est-ce qu'on veut suivre? Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Donc, on met en place notre nouvelle façon de faire, puis c'est quoi notre objectif? À quel endroit on va prendre des mesures dans le processus? C'est-tu le temps entre je veux mesurer l'efficacité de ma préparation, puis je veux voir diminuer mon temps où est-ce que je suis en attente de pièces? Bien, si oui, j'ai besoin d'un statut, une date de début de l'attente, la date de fin, puis en principe, je ne devrais pas avoir 60 informations requises. Hein? Quelques marqueurs vont m'aider à avoir l'image de la situation. Puis mettre aussi des KPI sur les processus. Nous, c'est ce qu'on fait quand on met en place souvent les systèmes. Bien, on va dire, bien, est-ce que je vise à avoir des interventions ou des bons travaux avec 95 % un rapport de travail? Je vise à avoir, est-ce que c'est normal si j'ai 50 % de mes interventions correctives qui n'ont pas de transaction de pièces? Puis qui sont en urgence. Fait que ça va me permettre de savoir est-ce que les gens y font la sortie de pièces ou ils ne font pas. Déjà, avec la donnée, je suis capable de mesurer avec le système l'application de mes processus. Arborescence d'actifs, il y en a qui en ont parlé aujourd'hui, justement. Je dirais, bien, on sait comment les définir, comment les créer. C'est toujours un défi de savoir à quel niveau on va arrêter. Plus on va mettre des niveaux, plus ça va être complexe et plus, même pour les gens qui font les demandes, les opérateurs, ça va être quelque chose de lourd. Donc, ce qu'on recommande souvent, c'est de vérifier, est-ce que avec cet actif-là, je vais bâtir un historique? Est-ce que je vais aussi vouloir améliorer sa fiabilité? Ce serait une première question à se poser. Est-ce que je veux gérer son cycle de vie? Parce que des fois, on descend tellement bas dans l'arborescence, dans le niveau de détail, qu'on s'y perd. C'est difficile de sortir des rapports, c'est difficile de sortir les codes de panne, de sortir l'historique. Est-ce que aussi, dernier conseil, c'est plus facile d'en ajouter que d'en retirer? En tout cas, moi, les systèmes avec lesquels je travaille, enlever le master data de la base de données, c'est toujours onéreux parce qu'il y a des transactions un peu partout. Fait que souvent, on va y aller à l'expression la plus simple pour ensuite raffiner après peut-être 1 an, après 2 ans d'opération, plutôt que de défaire l'éolienne. Je donne les gens des parcs éoliens avec qui on travaille. Avant de faire notre implantation, leur arborescence, elle descendait hyper précisément. Puis avec notre projet, bien, finalement, l'actif, c'est l'éolienne en soi. Puis on est capable d'aller chercher de l'information pour analyser ensuite, mais par rapport au code de panne, au code de bris, aux pièces qui ont été remplacées. Donc, l'éolienne en soi n'est pas décomposée en 25 sous-actifs. Fait que c'est de voir. Je ne dis pas que c'est la recette, mais c'est de voir avant de se lancer, puis d'ouvrir les vannes, puis de créer des actifs à profusion. Donc, plus c'est lourd comme arborescence, plus c'est difficile à maintenir. L'extraction devient complexe aussi. Dans les bons coups, bien, analyser les besoins. Donc, on parlait de standards aujourd'hui. Bien, avant de créer nos actifs, on devrait justement avoir un guide qui dit bien, c'est quoi la définition d'un actif, c'est quoi la définition d'une composante. Évaluer aussi c'est quoi les autres moyens qu'on a pour aller chercher l'information. Nous, dans notre projet des autobus, le système, on n'avait pas besoin de décomposer l'autobus en 250 sous-actifs et systèmes. On est capable, avec l'utilisation des codes qu'on a autour, sur chaque travail, pour aller identifier, est-ce que c'est un problème sur la direction, est-ce que c'est un problème sur la porte avant, les sièges. Donc, il y a d'autres moyens, des fois, que d'avoir nécessairement là, une arborescence qui est très, très, très détaillée. J'arrive à la conclusion, j'arrive à 0.
C'est bon? Alors, en résumé, pour moi, les processus servent à quoi? Bien, ils servent à organiser vos départements, à communiquer le changement, communiquer aussi vos attentes, qui doit faire quoi, à harmoniser les pratiques, que tout le monde travaille de la même façon, et aussi à harmoniser donc d'un département à un autre et d'un service à un autre, gérer, donc effectuer vos activités de gestion, et bien, à boucler justement dans la boucle de l'amélioration continue. Alors, c'est ce qui termine ma réflexion. Je vais faire un post-mortem à mon chien ce soir quand je vais prendre ma marche. Je vais lui raconter comment ça a été. Alors, avez-vous des questions? Où tout était clair. J'ai la réputation d'être claire. C'est bon. Alors, on va passer au prochain. Merci beaucoup, Isabelle.